Donc je suis chercheur à l'INRA à Narbonne et donc je travaille depuis les années 2000 sur la thématique des contaminants organiques présents dans les eaux usées et de ce fait aussi dans les boues de stations d'épuration. Et donc le laboratoire à Narbonne travaille de façon spécifique sur la méthanisation. On va parler des digestats. Donc nous nous préparons d'ailleurs à répondre via le groupement technique sur la méthanisation qui va aussi se monter, de répondre justement de façon objective aux différentes remarques qui sont faites sur l'épandage. Bizarrement, uniquement la mort des vers de terre alors qu'il y a l'épandage de digestats, mais aucunement quand on épand des lisiers par exemple. C'est très étrange alors qu'on peut observer exactement ces mêmes phénomènes quand on épand des lisiers et pas uniquement des digestats. Bon, enfin bon. Et donc moi, à l'INRA, à Narbonne, je regarde de façon spécifique le devenir des contaminants au cours de la méthanisation. Mais donc comme la journée était aussi un petit peu focalisée sur le compostage, on ne s'interdit pas de regarder le compostage et on a travaillé sur la station d'épuration de Narbonne et la plateforme de compostage qui est adossée. Voilà, donc il y aura disséminé dans la présentation quelques résultats sur cela. Voilà. Donc aussi pour positionner un petit peu les boues et les composts de boues, enfin quel que soit le procédé qui est derrière, c'est un peu de montrer qu'avant retour au sol, enfin en tout cas ce qui arrive sur les sols en France, majoritairement vient de la partie agricole. D'accord, 94% des flux qui sont apportés sur les sols, c'est agricole. D'accord, c'est 300 millions de tonnes d'effluents d'élevage versus uniquement 6% apportés par donc de l'urbain et de l'industriel, dont les boues et les composts de boue. Donc ça. Ensuite, c'est effectivement très vrai, la remarque du monsieur de tout à l'heure, c'est que l'ensemble de ces matières organiques drainent avec elles tout un cortège de molécules. Donc ça, c'est depuis les années, on va dire 2000, enfin bien avant. Dès lors que l'arrêté de janvier 98 a été appliqué, on s'est mis à suivre deux familles, les HAP, hydrocarbures polycycliques aromatiques, et les polychlorobiphéniles, puis aussi de plus en plus d'autres molécules. Mais ce que je tiens à dire, c'est que les effluents agricoles ne sont pas non plus exempts de ces molécules. Mais on va le voir en diversité moindre. Par contre, en termes de concentration, on peut parfois être équivalent, voire supérieur. Donc ça, c'est bien pour planter le paysage. Et donc, trois parties. Présence dans ces différentes matières. Devenir au cours des traitements. Alors vous verrez, on a très peu de données sur des traitements, on va dire, que je vais appeler extensifs comme le chaulage ou le séchage. Il y a peu de données dans la littérature scientifique. Moi je me suis surtout attelée à regarder ce qui se passait au cours de la méthanisation et du compostage. Et puis aussi sur les aspects devenir ensuite après épandage. Alors, en fait, on a travaillé sur la demande du ministère en 2013-2014. Donc, il y a eu ce qu'on appelle une expertise collective, dont je vous ai amené ici le livre qui est sorti de cette expertise collective sur les matières fertilisantes, donc le recyclage des déchets de ces matières fertilisantes donc, en agriculture. Et donc, dans cette expertise, j'ai été chargée de regarder justement les contaminants organiques. Donc on a utilisé la littérature scientifique, les rapports, et on a essayé de balayer au plus large donc, des molécules. Et vous voyez, c'est 650 molécules, 20 000 concentrations. Et donc pour tout type de pro, pas que boue, mais vous allez voir en fait que les boues, c'est là où on a le plus de données. Et les sorties, c'était donc sous forme de boîte à moustaches. Donc ça vous montre en fait les concentrations et de diverses molécules. Alors c'est pas intéressant de regarder précisément le nom des molécules, mais c'est juste de voir que déjà, dès qu'on dose, on trouve. Ça, c'est un fait. Et on va trouver
de tout, hein. Les boues, comme les eaux usées, reflètent notre activité et notre consommation. Donc on va avoir, alors ce sont des concentrations données en échelle logarithmique parce que ça peut aller effectivement du nanogramme par kilo de matière sèche au gramme par kilo de matière sèche. Voilà. Donc dans le haut du panier, on va retrouver essentiellement des détergents, des plastifiants. Puis ensuite, on va retrouver bien donc les molécules qui sont ciblées par la réglementation. Donc vous avez les HAP qui sont là et vous avez les PCB qui sont ici. Les petits points rouges représentent les données françaises issues des divers travaux qui ont couru depuis les années 2000. Donc on va retrouver dans cette catégorie autour du milligramme par kilo des parfums, les HAP, des antibactériens, et puis ensuite inférieur, donc autour du microgramme, à la dizaine de microgrammes, les PCB, les dioxines, les furanes, des pesticides aussi. Et donc les chiffres qui sont dessous, c'est le nombre de données qui ont servi à faire ces boîtes à moustaches. Donc en fait, les boues, c'est vraiment, on va dire, la MAFOR, matière fertilisante d'origine résiduaire, la plus étudiée, avec beaucoup de données, où on retrouve donc une grande diversité de molécules avec de larges gammes de concentration. La prochaine, c'est plus donc un focus sur les molécules, les résidus de médicaments. Donc on va retrouver les 4 grandes familles d'antibiotiques utilisées, tétracycline, sulfamide, triméthoprim, fluoroquinolone et macrolide. Puis on va retrouver aussi les autres, donc de l'ibuprofène, du diclofénac, donc des anti-inflammatoires, et puis les hormones, dont on parle peut-être moins, à tort, parce que elles sont perturbateurs endocriniens avérés, et c'est vrai qu'on parle à l'heure d'aujourd'hui beaucoup des antibiotiques et de l'antibiorésistance, et on en oublierait un peu qu'il y a quand même les hormones qui prennent une part. Donc on est sur des concentrations, vous voyez, en termes de gamme, entre le microgramme par kilo de matière sèche et le milligramme avec les fluoroquinolones qui détiennent le pompon. Voilà, alors donc on monte largement moins, on n'atteint pas le gramme par kilo. On a une plus forte dispersion, peut-être que vous ne l'avez pas remarqué, mais les boîtes à moustaches sont beaucoup plus hautes, ça veut dire qu'on a une grande diversité des données. Une forte dispersion, alors ça peut être lié bien sûr à l'usage. On n'utilise pas les mêmes médicaments entre la Chine, les États-Unis, puisque tout ça c'est des données internationales. Hein. Voilà, donc c'est pour ça qu'il peut y avoir une plus grande variabilité, une plus grande dispersion. Par contre, on est donc dans des gammes variant entre le microgramme et le milligramme. Et donc, pour asseoir, et ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'on a regardé aussi dans les fumiers, et donc dans les fumiers, on retrouve aussi un ensemble de contaminants organiques, des tétracyclines, des sulfamides, des fluoroquinolones, des macrolides, et bien sûr des hormones. Et vous voyez que là, on a des boîtes à moustaches qui sont encore plus larges, bien sûr, fortement liées aux usages dans les différents pays. Bien sûr, vous remarquerez aussi qu'en termes de diversité, le nombre est moindre que ce qu'on peut retrouver dans les boues de stations d'épuration. En termes de quantité, de concentration, hein, par contre, voilà, on peut parfois atteindre du gramme par kilo de matière sèche. Là, c'était les résultats d'une étude sur les boues parisiennes. On sort un petit peu de la région, mais en fait, on va retrouver de toute façon les mêmes molécules. Donc ici, en fait, c'est la fréquence et des molécules. Donc on va retrouver un peu les mêmes informations que je vous ai déjà citées, avec des molécules comme les HAP qu'on va retrouver de façon systématique, hein, dès qu'on les cherche, on les trouve, puis des molécules comme l'ivermectine qu'on va analyser beaucoup moins fréquemment. Voilà. Là, c'était pour illustrer par rapport à la réglementation, l'arrêté de janvier 98 qui fixe donc des limites pour les 7 PCB et 3 hydrocarbures polycycliques aromatiques. Donc les limites, elles sont ici, c'est les barres qui sont là ou là. Et donc là, vous avez la répartition, les données avec les croix, ce sont des max. Alors de temps en temps, certaines boues sont non conformes du fait de ce dépassement, mais c'est très rare.
Voilà. Alors je parle, hein, vous avez bien compris que je parle uniquement des organiques, hein, je ne parle pas des métaux et tout ça. Voilà. Et ici, donc ça, ce sont des données issues du projet Armistique mené par l'IRSTEA de Lyon. Et ici, ce sont les données des steppes parisiennes. Voilà. Donc on est, majoritairement du temps, on est conforme. Mais si un jour, il s'avère, donc vous savez qu'il y a eu, donc ça a été présenté, c'était la directive de 86, il y a eu des textes dans les années 2000 qui sont sortis avec la proposition de nouvelles limites, et certains pays de l'Europe, comme le Danemark, ont imposé des limites, par exemple pour un détergent qui s'appelle le nonylphénol, qui est un perturbateur endocrinien avéré. Et vous voyez que donc la directive, la future directive qui n'est jamais passée, hein, de 2000, qui se voulait modifier celle de 86, fixait une limite à 50, et au Danemark, ils ont fixé 10 mg par kilo de matière sèche. Et là, vous voyez que si de telles limites arrivaient, là, il y aurait interdiction, d'épandage, on partirait en incinération. Voilà, donc potentiellement, ce que ça pourrait faire, si jamais. Donc on va passer à la partie devenir au cours des procédés. Alors je vais passer sur celle-ci. Voilà, alors donc nous on a travaillé sur justement, dès qu'on a commencé à travailler sur ces molécules-là, à se dire qu'est-ce que la méthanisation peut faire. Alors vous allez voir des résultats soit obtenus à l'échelle laboratoire, soit même sur des filières industrielles qu'on a pu étudier. Et donc essayer de montrer que les procédés de traitement ne sont pas neutres sur le devenir de ces molécules et comment ils peuvent agir. Et entre autres, là, c'est donc une étude sur les HAP, puisqu'ils étaient dans la réglementation, voir est-ce qu'ils sont dissipés ou pas au cours de la méthanisation. Et oui. Donc là, en fait, c'est les résultats donc, pour les molécules qu'on analyse au labo de l'abattement au cours de la méthanisation. Et oui, on est capable, la méthanisation, pas nous, hein, les bactéries qui sont dedans, sont capables d'éliminer ces molécules-là, et d'autant plus qu'on dégrade la matière organique, puisque ces molécules sont généralement intimement liées à la matière organique. Ça, c'est les résultats d'une étude espagnole. Donc ça se lit dans l'autre sens. Vous avez l'élimination qui est là pour diverses molécules comme des parfums, des antiépileptiques, des antibiotiques ou des hormones. Donc avec des efficacités plus ou moins variables, hein, selon les molécules, et parfois des résultats contradictoires, particulièrement pour les hormones. Nous, on avait montré que les hormones n'étaient pas du tout éliminées au cours de la méthanisation. Ça, c'est parfois très difficile. Il faut savoir que quand on travaille sur ces systèmes-là, on cherche des traces dans des matières organiques très très complexes. Voilà, donc ça c'est pareil, c'est une étude aussi espagnole, donc c'est plutôt le petit graphe qui est ici. Vous avez des molécules et en fait, par exemple la roxythromycine, elle semble être effectivement assez bien éliminée. Donc c'est les manips qui sont là, donc vous avez la roxythromycine, elle est ici, mais en fait, si vous regardez ici, elle est très bien éliminée, ça c'est entrée digesteur et sortie, mais dans ce digesteur-là, il n'y a pas d'élimination. Donc en fait, on est là sur des molécules qui soit sont très bien éliminées, soit pas du tout. Et ça, c'est le gros souci, et qu'on a observé sur pas mal de digesteurs à l'échelle industrielle. Quand on veut faire des bilans, c'est pas facile. Et c'est vrai qu'à l'échelle labo, on arrive à montrer plus de choses qu'à l'échelle industrielle. Alors là, c'est lié au prélèvement. On a beau tenir compte du temps de séjour dans les réacteurs, etc. C'est très difficile. Pourquoi ? Parce qu'on analyse des traces. Il faut bien dire, on est au microgramme par kilo de matière sèche. C'est vraiment chercher une aiguille dans une botte de foin. Donc c'est très très difficile. Donc étudier ces molécules-là, c'est parfois, comme je le dis ici, vraiment un casse-tête. Mais donc là, c'est un peu un bilan de ce qu'on a observé sur la méthanisation depuis une dizaine d'années. Donc les molécules, en fait, ici, c'est les rendements, donc soit on est inférieur à 30%, entre 30 et 70% d'élimination, ou au-delà de 70%. Les molécules qui sont soulignées sont celles qui ne se retrouvent que dans une seule catégorie. Ça veut dire que toutes les autres qui ne sont pas soulignées, parfois on est à 70%, et puis parfois on est à 30%. Donc ça, c'est lié à des biais de prélèvement et d'analyse et de difficultés analytiques. Mais donc c'est quand même rassurant, c'est qu'il y a quand même un certain nombre de molécules
qui sont dans la catégorie des 70%. C'est valable pour les boues et aussi pour les effluents d'élevage, qu'on a aussi étudiés. On voit quand même que donc, la méthanisation est capable d'éliminer ces molécules-là. Et parfois, pour d'autres, comme le diuron, la clozapine, etc. Là, par contre, on a des rendements qui sont inférieurs à 30%. La méthanisation n'est pas faite pour ces molécules-là. Voilà. Si on passe au compostage, donc là aussi, bonne nouvelle, le compostage, donc par les conditions aérobies, on est tout à fait capable aussi d'éliminer les molécules. Donc ici, vous avez des résultats pour les détergents, les nieralkylbenzène sulfonate, et donc, juste vous regardez la courbe, donc c'est au cours du compostage éliminé. Ici, les courbes sont dans l'autre sens parce qu'on a utilisé des molécules marquées au carbone 14 en laboratoire, je précise, pour étudier la minéralisation ou pas des molécules. Donc là, en fait, la molécule, on voit qu'elle est éliminée, et dans celle-ci, on voit qu'on produit 50% de dioxyde de carbone. Donc c'est vraiment une minéralisation de ces molécules-là, puis sûrement la production de métabolites. Le fameux nonylphénol dont je vous ai parlé, perturbateur endocrinien, détergent, lui est minéralisé aussi pour partie, le glyphosate aussi. Par contre, les HAP sont, ici avec son représentant le fluorantène, très difficilement minéralisés. Voilà, après il y a d'autres études, donc effectivement les HAP, au cours du compostage, souvent on a un bilan, voilà, on en a autant en entrée qu'en sortie. Donc pour les détergents, on peut avoir des résultats plus ou moins contradictoires. Les phtalates, qui sont donc des plastifiants, sont généralement assez bien éliminés par voie aérobie, comme les détergents. Et donc je vais surtout me focaliser sur ce schéma-là. Ici, vous avez les pourcentages d'élimination pour différents types de compost. Donc c'était un mélange de boue avec des rachis de palmier, parce qu'on travaillait avec une équipe marocaine dont le co-substrat c'était plutôt du palmier plus que des déchets verts. Et ici en fait on a les performances pour 4 résidus de médicaments: ciprofloxacine, chlortétracycline, doxycycline et roxythromycine. Et donc ici on est dans les conditions non dopées, c'est-à-dire qu'on n'a pas rajouté les molécules, et vous voyez qu'en fait on arrive à détecter que de la ciprofloxacine, et donc avec une élimination à hauteur de 40%. Ici donc du coup parfois en labo on travaille en conditions dopées, c'est-à-dire qu'on rajoute la molécule, tout ça pour pouvoir observer des choses plus facilement et être moins limité sur ces aspects concentration. Et donc là on voit que le compostage arrive à très très bien éliminer les diverses molécules que vous voyez ici. Voilà. Donc là, c'était un petit bilan identique à celui sur la méthanisation, mais pour le compostage, donc avec donc on a beaucoup moins de données sur la partie compost, comme vous pouvez le noter. Donc je vais passer sur ça. Voilà. Bon, in fine, quand même, les composts ou les digestats présentent effectivement des concentrations. On a beau avoir de l'élimination, on n'a parfois pas 100% d'élimination, comme vous avez pu le voir. Donc, les composts de boue, là c'est les composts de boue, présentent toujours des concentrations résiduelles dans ces molécules. Là c'est pour les pharma. Les digestats aussi présentent aussi des teneurs résiduelles. Donc la question après c'est qu'est-ce qui se passe en termes de persistance, donc de comparaison en fait entre ce qu'on va apporter sur les sols et ce qu'il y a déjà dans les sols initialement. Des questions sur est-ce que c'est transformé ou pas, et donc du coup est-ce qu'on a des métabolites, et transfert vers les eaux, donc eau de surface ou eau profonde, ou transfert vers les plantes. Alors on n'a pas des réponses à toutes ces questions, mais on commence à avoir quand même de l'information. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'à partir des concentrations qu'on avait dans les différents produits résiduaires organiques, donc là je vous ai pris des HAP dans des boues, c'est les données issues des boîtes à moustaches, donc des valeurs moyennes, donc pour HAP, les nonylphénols, et puis une hormone. Voilà. Et donc dans les hormones, on a les boues, mais on a aussi des fumiers et des lisiers. Et vous voyez avec des teneurs plus ou moins variables. Ensuite, on a appliqué un facteur de dose d'application
donc le 3 tonnes de matière sèche par hectare pour les boues. Et puis pour les lisiers, enfin les fumiers et les lisiers, on a utilisé en fait le 170 kg d'azote par hectare et par an comme référence. On est revenu à la matière sèche puisque souvent les données contaminants sont par rapport à la matière sèche et non pas par rapport à l'azote. Et puis on a calculé donc des flux. Donc ces flux sont donnés en milligrammes par hectare et par an, et on les a comparés en fait à des stocks, c'est-à-dire à des milligrammes par hectare de contaminants. Donc ici, vous avez, donc faut regarder cette valeur et celle-ci, celle-là et celle-là. Et puis pour les hormones, pareil, toute cette diversité d'hormones apportées par des diverses matières fertilisantes, et puis les stocks qu'on peut avoir dans les sols. Donc on a des scénarios différents. Pour les HAP, par exemple, on s'aperçoit que les flux apportés par les boues restent bien inférieurs au stock. C'est la conclusion qui est ici, que les gens là-bas, au fond, on va avoir du mal à voir. Flux très inférieurs au stock. Voilà, donc parce que les hydrocarbures polycycliques aromatiques sont des contaminants ubiquistes, ils sont partout dans l'environnement, il y en a partout. Il y en a partout, et puis on va dire que les boues, c'est pas le seul apport, vous avez... et particulièrement les dépôts atmosphériques, c'est environ du 1000 mg par hectare et par an qui sont apportés, etc., et qui peuvent expliquer que les stocks soient très très importants. J'ai utilisé pour ça les données issues du suivi par l'INRA d'Orléans sur les suivis 16 par 16, les parcelles, ils ont quantifié les contaminants HAP, PCB, pesticides et métaux à toute la surface de la France. Voilà. Après, j'ai utilisé d'autres données de la littérature parce qu'ils n'ont malheureusement pas quantifié les nonylphénols et les hormones. Mais donc j'ai pris. Alors c'est là où ça peut être très surprenant, c'est que par exemple ici pour les nonylphénols, on a des stocks qui sont hyper variables. Voilà. Ça dépend a priori. Et alors ça, c'est très difficile à trouver les informations si le sol a déjà été ou est pendu. Enfin, l'histoire du sol, souvent on l'a pas. Voilà. Donc, mais on voit quand même que là, nos flux reste bien supérieur au stock. Et donc là, on va potentiellement tirer une sonnette d'alarme en disant mais du coup ça veut dire qu'à un moment donné, si je pars de mon sol, il est là, ma concentration va augmenter avec le temps. Donc je peux vous répondre tout de suite, pour le nonylphénol, ce n'est pas le cas parce que c'est une molécule qui se dégrade très rapidement dans le sol. Elle a des temps de demi-vie qui sont de l'ordre de 30 jours, un mois et demi, ça a été calculé dans des sols qui ont reçu aussi des amendements, etc. Voilà. Donc, on peut tirer la sonnette d'alarme, mais on peut relativiser aussi au comportement de la molécule dans le sol, connaissance qui est connue. Pour les hormones, eh bien là, en fait, en termes de flux, soit parfois les flux sont supérieurs au stock, soit ils sont inférieurs au stock. Voilà. Alors ça, c'est vraiment fonction de l'historique. Et les hormones sont des molécules, particulièrement cette hormone-là, l'estradiol, qui se dégrade assez bien aussi dans les sols avec des demi-vies à peu près équivalentes au nonylphénol. Donc on s'est amusé. On a fait un certain nombre d'études, donc soit dans des microcosmes, dans des lysimètres, dans des microcosmes de laboratoire avec molécules marquées ou pas marquées, et puis les études de plein champ. Donc je tiens à souligner que beaucoup des résultats que vous allez voir en suivante sont issus du site expérimental long terme qui s'appelle SOERPRO, qui est donc à l'INRA. Donc les principales parcelles sont en région parisienne, mais il y en a à Rennes, il y en a du côté de Nancy, de Colmar, à La Réunion aussi, et bon, je ne sais plus. Et donc, pourquoi ? Eh bien, c'était pour faire vraiment des études à l'échelle 1, pour pouvoir étudier tous ces processus de transfert ou pas. Alors, résultat. Ici, en fait, donc sur ces parcelles, ça fait 20 ans qu'il y a de l'épandage. Et donc ici, vous avez alors je me suis focalisée sur les résidus de médicaments, parce que j'étais sûre qu'on aurait des questions sur ces résidus de médicaments. Sol plus boue compostée, donc c'est une boue plus déchets verts, toujours, boue déchets verts compostés. Et ici, donc, vous avez les concentrations dans les sols, avec donc les épandages, donc 9e et 10e épandage, séparés de 2 ans, et vous avez les concentrations dans les sols. Donc déjà, on a des concentrations, donc bien sûr on en retrouve. Ça va dans tous les sens.
Donc déjà, première information, il n'y a pas de détection dans les sols qui ne sont pas amendés. Ensuite, les composés qui sont retrouvés dans les sols sont aussi présents dans les produits apportés, mais effectivement, c'est assez difficile de faire le lien entre les flux et vraiment ce qu'on retrouve dans les sols et leur dynamique. Pourquoi ? Parce que les micro-organismes du sol vont agir et faire leur travail, dégrader, stocker, minéraliser, etc., etc. Mais justement, en utilisant toutes ces données, on a en fait fait déjà un premier constat, c'est que dans la littérature, il y a beaucoup de choses qui ont été faites sur les boues, l'épandage et l'apport des résidus de médicaments via les boues, les compostes de boue ou les digestats. Et ces approches, elles sont basées sur ce qu'on appelle la Predicted Environmental Concentration, c'est-à-dire qu'on utilise la concentration, en fait c'est ce qui était avant, on utilise la concentration dans les boues, la dose apportée, on calcule un flux, et on calcule une valeur prédite dans le sol. Elle est prédite. Mais nous, ce qu'on a fait là, c'est qu'on l'a mesurée. D'accord ? Et en fait, on s'aperçoit dans tout ce qu'on a fait, c'est que cette valeur prédite est bien supérieure à la valeur mesurée. D'accord ? Or, dans les évaluations de risque, on fait toujours un ratio donc valeur prédite sur valeur qui n'a pas d'effet. C'est comme ça que sont faites ces évaluations de risque. Donc souvent, ils sont surévalués. Donc nous, le conseil, c'est mesurons. D'accord ? Ou alors faisons des tables pour passer de l'un à l'autre. Et c'est ce qu'on a fait. On a utilisé en fait ces données pour les données qui sont mesurées pour évaluer en fait par un espèce de modèle mathématique, etc. On a calculé en fait les demi-vies estimées dans les sols pour les molécules qu'on a retrouvées. Et on a effectivement des demi-vies qui sont ici en jour, qui sont très très longues. Donc la fluoroquinolone, c'est certain, c'est une molécule qui est persistante, c'est pour ça qu'on la retrouve dans les boues. Elle ne se dégrade pas dans la station, elle se stocke à la matière organique du sol, et elles vont donc, la matière organique des boues, et donc ensuite vont se retrouver dans le sol, et elles vont effectivement y rester. La carbamazépine, alors normalement c'est une molécule qu'on ne devrait pas retrouver dans les boues parce que c'est pas une molécule qui est très hydrophobe, mais c'est par ses liaisons, liées à sa formule, on va dire chimique et à ses liaisons ioniques qu'elle va se retrouver accrochée à la matière organique. Elle aussi, elle présente des demi-vies assez importantes. Donc on a des persistances qui sont de moyenne à forte. Et ce qui sont variables selon les types de sol, ça on l'a testé aussi, on l'a regardé. Mais on a essayé donc d'évaluer ce risque, comme c'est fait dans la littérature, et donc on a comparé ces valeurs mesurées avec, donc on calcule un ratio de risque ici. Et là, on a été confronté au fait que, en fait, pour avoir ces valeurs de PNEC, là, qu'on appelle les Predicted Non-Effect Concentration, on a très très peu de données dans la littérature sur l'effet de ces molécules-là, sur les vers, les micro-organismes, les plantes, etc. Mais on a quand même essayé d'agréger toutes les données qu'on avait, et du coup on est parti sur le scénario le plus défavorable. Et vous voyez, donc on a fait nos calculs avec les concentrations mesurées, et en fait on reste dans des risques qui sont inférieurs à 1, donc qui sont de faible à moyen, pour les organismes du sol, de faible à moyen. On a fait exactement la même chose pour les eaux du sol, puisque les parcelles sont équipées de piézomètres, donc on peut récupérer les eaux. Alors déjà, donc on a fait, vous voyez, ça c'est le nombre de mesures qui ont été faites, fréquence de détection de l'ordre de 7% et de quantification 0,5%. On va quantifier, oui, on retrouve la carbamazépine et l'ibuprofène, mais à des concentrations qui sont éminemment faibles, d'accord, très faible fréquence. On n'est pas les seuls, il y a une équipe au Canada, EdTop, où ils ont fait exactement les mêmes expérimentations, où ils retrouvent aussi d'ailleurs des molécules, particulièrement la carbamazépine, qui est une molécule très réfractaire, qui ne se dégrade pas et qui est plutôt mobile. Mais, donc gardez bien en tête, alors évidemment là je vous parle de ces mots, vous allez retenir peut-être pas ce qu'il faut, mais c'est quand même des concentrations, c'est très faible fréquence et très faible concentration, d'accord ? Par rapport à un rejet urbain dans le milieu aquatique, par exemple. Voilà. Et on ne voit pas par contre de différence entre les différents types de produits résiduaires répandus. Et on a fait donc le même travail d'évaluation de risque.
Donc comparé au risque terrestre, on a plus de données. Alors on a pris des modèles comme Vibrio fischeri qui sont des organismes modèles exposés à l'eau porale du sol. Voilà. Donc là on a vous voyez, on a des valeurs qui sont très faibles, sauf pour l'ofloxacine qui se rapproche d'un risque médium fort, mais on n'est pas non plus à des valeurs qui dépassent le 1. Voilà, donc présence, oui, il ne faut pas faire comme l'autruche, mettre la tête dans le trou et attendre que ça passe, mais oui, on a tous ces contaminants qui sont le reflet de notre activité, on les retrouve dans les eaux usées, traitées, dans les boues, ça c'est sûr. La boue est le le plus étudié, avec tout type de contaminants retrouvés. Les effluents d'élevage n'en sont pas exempts, on a surtout des antibiotiques, des antiparasitaires et des hormones, que j'aurais pu rajouter. Mais les biodéchets et les déchets verts n'en sont pas exempts non plus. On va retrouver des persistants, des pesticides, les HAP, les PCB, les dioxines, les furanes, tout ce qui contient du chlore, de toute façon, il y en a partout, donc on va les retrouver aussi. Voilà. Donc les gammes de concentration pouvant être plus ou moins variables. L'importance du process, donc j'ai pas voulu focaliser mon exposé là-dessus, mais c'est très difficile d'évaluer les performances des procédés parce qu'il faut vraiment faire des bilans de masse et donc il faut de la précision derrière en termes de mesure. Mais les procédés ne sont pas neutres, ils sont capables d'abattre les molécules et les performances sont variables bien sûr selon les contaminants et leur structure moléculaire et selon les conditions que j'ai appelées redox, c'est-à-dire qu'on a souvent de meilleures performances en aérobie, donc compostage, qu'anaérobie. Par contre, je vous ai bien parlé d'élimination, ça disparaît, je ne sais pas en quoi. Donc là, il y a beaucoup de travail encore à faire sur quels sont les processus derrière. Est-ce que c'est de la transformation biotique, abiotique? Est-ce qu'on forme des résidus liés qu'on n'arrive plus à extraire chimiquement, par exemple? Donc nous, on travaille beaucoup sur ces aspects-là à Narbonne. La biodisponibilité, tout à l'heure, on a parlé de biodisponibilité des éléments nutritifs, mais c'est pareil aussi pour ces contaminants, c'est-à-dire qu'on cherche toujours à quantifier, à avoir la teneur totale, mais en fait, ce qui est important, c'est celle qui va être réellement disponible. Disponible aux plantes, disponible pour les transports, les transports verticaux, etc. Et pas la teneur totale. Et il faut qu'on arrive à trouver des outils et des moyens d'évaluer cette fraction qui sera disponible, mobile, et non pas la teneur totale, qui en fait signifie pas vraiment grand-chose. C'est l'histoire de PECMEC que je vous ai un peu explicité. Voilà. Et les produits de transformation, ça, sont très peu étudiés, c'est un peu le gros verrou. Donc devenir sol-plante, alors je ne vous ai pas parlé de plantes, mais il y a quand même pas mal de travaux qui ont été faits donc par les équipes canadiennes, entre autres, et puis donc c'est les Sabourin et puis Top, là, que vous voyez ici, et avec des articles donc, de 2012-2014. Donc il y a des transferts vers les plantes, oui, mais ils sont faibles, c'est très faible. Et il faut surtout faire très attention aux conditions dans lesquelles ça a été mis en évidence. Parce que les contaminants qui sont apportés par les boues, ils sont vraiment associés à la matière organique des boues. Ils sont vraiment très peu disponibles. D'accord ? Donc, les transferts, si par exemple c'est des études qui ont été faites avec des plantes où on a amené le contaminant en culture hydroponique, c'est-à-dire sans sol, les transferts sont toujours maximisés. Toujours. Donc, et oui, vous allez trouver dans la littérature des choses, et donc dans cet article-là, ils ont en fait répertorié toutes toutes à un instant en 2014, qui ont été faites justement sur le triclosan, non pardon, c'est pas celle-ci, c'est Human Health Risk Assessment, là, sur les plantes, là, même avec les eaux. Ils ont comparé aussi, si dans un cas de réutilisation des eaux usées, par exemple. Et donc, on voit bien que les transferts sont d'autant plus importants que la molécule, elle est amenée toute seule. Voilà. Donc, amenée par une matière fertilisante, les comportements sont beaucoup plus atténués en fait en termes de mobilité et de transformation et de transfert. Faible transfert vers les eaux du sol, et là on se pose beaucoup de questions du comment, donc vraisemblablement plutôt transporté par des transports actifs par de la matière organique dissoute ou particulière.
Et je reviens, c'est qu'on a vraiment un besoin d'acquérir des données en termes d'écotox terrestre. Alors pourquoi pas de recueillir tout ce qui est fait en termes d'épandage, par exemple, dans une région comme la nôtre. Je ne sais pas s'il y a des choses qui sont faites en termes de diversité, de collecte d'informations sur la partie terrestre, hein, j'entends, hein, pas la partie aquatique. Ça, ce serait super intéressant. Voilà, tout ce qui a été fait donc, sur le SOER Pro montre on n'observe pas d'effet. On n'observe pas d'effet, et en fait, c'est toujours très difficile de dissocier l'effet positif d'apport de carbone, d'azote, de phosphore sur la parcelle de sol d'un effet potentiel toxique. Et les rares choses qui ont été montrées où il y avait des effets, c'est qu'on a mis du 100 tonnes hectare ou bien qu'on a amené les produits directement sur les parcelles. Voilà. Donc il faut faire très attention. Et donc je vous ai amené donc il y a le livre sur le compostage, parce que je pensais que la journée était très orientée compost, mais il y a un petit livre, Quae, là, sur justement tous les résultats de cette expertise collective qui a duré 2 ans, et sur laquelle il y a tous les aspects, c'est effets agronomiques et environnementaux de l'épandage des matières fertilisantes, pas que les boues, puisque vous voyez qu'il y a 300 millions de tonnes aussi d'effluents qui sont apportés. Donc effet positif, donc efficacité, innocuité, et qui après lecture, vous convaincront qu'à l'heure d'aujourd'hui, on n'a rien qui montre qu'il y a de réels effets, en tout cas observés à l'heure d'aujourd'hui après épandage. Je parle, hein, attention, hein, mon discours c'est contaminant organique, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, je n'ai pas parlé de métaux, j'ai pas parlé du reste. Voilà, merci.